d'ouvrir cette conférence en présentant notre invitée d'aujourd'hui, Madame la professeure Elżbieta Skibinska, dont l'œuvre scientifique impressionnant impressionne autant par son ampleur que par sa profondeur. Son parcours académique se distingue par une production remarquable d'un nombre considérable d'articles et d'ouvrages publiés en Pologne et à l'étranger, ainsi que de nombreux volumes collectifs qu'elle a dirigés avec une rigueur et une exigence scientifique exemplaires. Cette activité éditoriale intense témoigne non seulement de son érudition, mais aussi de son rôle central dans le développement et la structuration des recherches en traductologie et en linguistique contrastive. Ses travaux s'inscrivent au croisement de plusieurs domaines essentiels. Elle s'intéresse tout particulièrement à la linguistique comparative franco-polonaise, mettant en lumière les subtilités, les convergences et les écarts entre ces deux langues et de cultures. Elle explore également la littérature française en traduction polonaise, analysant les choix traductifs et leurs conséquences esthétiques et culturelles. Les aspects linguistiques et culturels de la traduction polono-française et franco-polonaise occupent une place centrale dans ses recherches. À travers ses études, elle montre que traduire ne consiste pas seulement à transposer des mots, mais à négocier des mondes, des imaginaires et des systèmes de valeurs. Enfin, elle accorde une attention particulière aux dimensions sociales du travail du traducteur, soulignant la place de ce dernier dans les dynamiques culturelles, institutionnelles et éditoriales contemporaines. Madame la professeure Elżbieta Skibinska incarne ainsi une pensée scientifique exigeante, ouverte et profondément engagée dans le dialogue entre les langues et les cultures. Nous avons aujourd'hui le privilège d'écouter une spécialiste dont les recherches continuent d'inspirer et de nourrir le débat académique international. Madame la professeure, vraiment, j'ai un réel plaisir de vous accueillir parmi nous et de vous écouter. Donc, je vous cède la parole. Merci beaucoup. Je dois dire que je suis très émue Ouais. par Moi aussi. par cette présentation. Je suis surtout très honorée par l'invitation. Je voudrais souligner aussi mon grand plaisir à revoir les personnes que j'ai côtoyées pendant des dizaines d'années, avec lesquelles on a noué des relations amicales ou presque amicales, et que l'on ne voit plus parce que la technologie nous permet de nous voir comme nous nous voyons aujourd'hui, de loin, de nous sourire, de nous parler, mais de ne pas avoir le contact direct qu'on avait avant. Et je dois dire que je regrette un peu d'un côté, le progrès, je l'apprécie, mais de l'autre côté, je regrette justement ce manque de ce contact direct. Donc, j'apprécie d'autant plus de vous voir et le fait que vous soyez venu m'écouter. Je vais parler de couverture, des couvertures des ouvrages traduits, ce qui s'inscrit bien dans mes intérêts scientifiques depuis plusieurs années, depuis plusieurs dizaines d'années, je dirais. Et donc, je passe à mon sujet. La couverture d'un livre est un de ces objets que, à force de les fréquenter quotidiennement, nous cessons de remarquer, jusqu'au moment où quelque chose, un dessin, des couleurs, une disposition insolite des lettres, éveille notre attention et nous pousse à la lecture du message dont la couverture est porteuse. Mon intérêt pour les couvertures a commencé au début des années 90, quand, sur un marché libéré, des milliers de maisons d'édition créées après 89 faisaient paraître des milliers de livres. Même si certains titres se vendaient très bien, les éditeurs se sont très vite rendus compte que le marketing était un facteur important et que la couverture pouvait aider à vendre. C'est certainement cette idée qui a conduit celui qui a fait paraître Madame Bovary
dans la collection Najpiękniejsze romanse świata, les plus belles histoires d'amour du monde, et dont les couleurs roses, mauve, bleu et vert pâle signalaient un contenu plutôt idyllique. Surprise par cette association peu appropriée, j'ai commencé à scruter les rayons des librairies pour connaître les messages inscrits par les éditeurs sur la couverture. Et cette habitude est devenue un point de départ d'une recherche dont je voudrais présenter aujourd'hui quelques éléments. La couverture. Excusez-moi, tout à l'heure, ça marchait. Voilà, ça y est. La couverture, bagatelle de la porte, comme l'appelle Gérard Genette, attire l'attention croissante des chercheurs de différentes disciplines. Les bibliologues, bien sûr, mais aussi les linguistes, sémioticiens, comparatistes, sociologues des médias et d'autres. Cette multiplicité des approches vient de la situation de communication particulière dans laquelle se situe la couverture et de sa dimension pragmatique spécifique qui en fait un haut lieu stratégique. Philippe Land constate: la couverture assure une fonction importante de présentation et d'incitation à l'achat, car elle est presque automatiquement regardée par l'acheteur. L'attention des chercheurs porte donc aussi sur la face commerciale du livre produit et sur le rôle de la couverture dans les stratégies du marché de ce bien culturel. Les textes qui apparaissent sur la couverture sont considérés comme un genre à part dans lequel fonctionnent des mécanismes spéciaux axés sur la persuasion utilisés à l'égard d'un acheteur potentiel du livre. La couverture devient un lieu de promotion du produit. Gérard Genette lui donne encore un autre nom: avertissement sans frais. En traductologie, la couverture illustrée d'un livre traduit offre la possibilité d'étudier la manière dont l'éditeur concourt à la création de l'image d'une œuvre et d'un auteur dans la culture d'accueil, en contribuant ainsi au transfert culturel. C'est cette approche que j'adopte ici, en considérant la couverture comme élément de la communication interculturelle. Dans la suite, je vais présenter 3 études de cas. Dans le premier, celui de la collection Pavillon Domaine de l'Est, je m'intéresse à la 4e de couverture comme lieu d'inscription d'une image de la culture source. Le deuxième, l'histoire de la fortune éditoriale de Mariage parfait de Van de Velde, me servira d'exemple de la manipulation à laquelle les éditeurs peuvent soumettre la même traduction pour servir leurs propres intérêts. Enfin, le troisième, celui des traductions de Pradek i inne czasy d'Olga Tokarczuk, me permettra de réfléchir sur la première de couverture comme traduction intersémiotique. Depuis l'apparition de Seuil de Gérard Genette, il y a 40 ans, on traite la couverture du livre comme un paratexte, une de ses productions, elle-même verbale ou non, comme un nom d'auteur, un titre, une préface, des illustrations qui entourent et prolongent le texte, pour le rendre présent, pour assurer sa présence au monde sous la forme d'un livre. Ça, c'est Gérard Genette qui le dit, et qui continue plus loin. Étant immuable, le texte est par lui-même incapable de s'adapter aux modifications de son public, dans l'espace et dans le temps. Plus flexible, plus versatile, le paratexte, lui, est en quelque sorte un instrument d'adaptation. Ce dernier aspect du paratexte de couverture attire l'attention des traductologues dont les recherches relèvent les moyens d'adapter un ouvrage aux besoins du public auquel il n'était pas destiné. Une œuvre traduite, à la suite de sa recréation dans une langue étrangère, est un texte déterritorialisé. Coupé du milieu qu'il a vu naître et grandir, il est projeté vers une autre culture, vers de nouveaux lecteurs pour lesquels il n'a pas été initialement conçu. Les informations véhiculées par la couverture, qui sont souvent la première présentation de l'œuvre et de son auteur, doivent faciliter leur entrée dans ces nouveaux milieux. Les éléments sélectionnés pour cette présentation participent à la formation, pas nécessairement consciente ou réfléchie, d'une certaine image tant de l'œuvre que de la littérature, voire de la culture source. Leur choix obéit à des facteurs propres à la culture d'accueil, tels que les conçoit l'éditeur. Ils dirigent ainsi la perception de l'œuvre par le lecteur, tout en anticipant cette perception, car ils se font
pour répondre à ces attentes, y compris celles souvent basées sur les stéréotypes liés à la culture et à la littérature d'origine. Ceci est bien visible dans les cas d'une collection. Le contenu de plusieurs quatrièmes de couverture lus ensemble peut former une sorte de narration en dialogue avec le principe ou idée directrice sur lesquelles celle-ci se fonde. La collection Pavillon Domaine de l'Est me servira d'exemple. Créée autour de 1980 par l'éditeur parisien Robert Laffont, elle avait pour but d'introduire dans le circuit littéraire français des œuvres d'écrivains du centre et de l'Est de l'Europe. C'est une sous-collection dans la collection Pavillon, destinée aux romans étrangers, et elle fonctionnait comme médiateur entre les cultures séparées par les rideaux de fer. La singularisation des œuvres venant de cette ère géographique s'inscrit dans une tendance plus générale à introduire en France des littératures moins connues, et celles d'au-delà du rideau de fer en particulier, car à partir de la deuxième moitié des années 70, et surtout dans les années 80, elles semblent promettre des bénéfices économiques. Mais c'est surtout l'année 1989 qui marque la croissance de l'intérêt porté aux littératures des anciennes démocraties populaires. La disparition du rideau de fer n'a pas entraîné une disparition immédiate de la collection, puisqu'elle a existé jusqu'en 2003. Comme le dit Zofia Bobovic, directrice de la collection, au début des années 90, on avait vraiment le vent en poupe pour toutes ces littératures. C'était la chute du mur, c'était vraiment la fin du communisme. C'était une période heureuse. Ainsi, cette collection constitue un objet particulièrement intéressant pour observer les stratégies d'un importateur de la littérature étrangère en France pendant des périodes qui se distinguent par des règles de transfert différentes et de connaître l'image des littératures est-européennes offertes aux lecteurs français. Cette image est formée d'abord par la sélection des œuvres à traduire. Le graphique qui montre le nombre de titres selon la langue dans une saisie chronologique rend compte aussi du fait que seulement 7 langues fournissent des œuvres à traduire. Les titres d'auteurs slovaques, bulgares, slovènes, ukrainiens, biélorusses, lituaniens, lettons sont absents. Donc on voit déjà qu'on a une Europe centrale un peu plus petite que dans la réalité. Un autre élément frappant est que la collection est formée par les traductions de textes publiés dans la langue d'origine par les instances de diffusion parallèles ou circuits licites. C'est la production de samizdat ou les maisons d'édition en exil. Même après 429, la collection garde son profil de spécialiste de littérature interdite. Les romans de jeunes auteurs, comme Tokarczuk ou Topol, y côtoient ceux des anciens dissidents, comme Konvický, Hrabal, Rymkiewicz, Poutik, Henschel, Mamlejev et autres. Ce n'est qu'une introduction à la présentation de l'image véhiculée implicitement ou explicitement par les paratextes éditoriaux. Je commence par le premier ouvrage qui a été traduit dans la collection, La Petite Apocalypse de Konvický. Dès cette couverture, on voit les prémices de l'image qui va être offerte par la collection. Alors, le passage, un fragment de la présentation du livre. Il y a très longtemps que nous n'avons lu une œuvre aussi troublante. Cette voix ironique et désespérée qui vient de l'Est résonne douloureusement en nous. La petite apocalypse du héros est celle de tout un peuple. Et son auteur, n'en doutons pas, un grand écrivain par-delà tous les murs et toutes les frontières. Les informations sur l'auteur, à part l'année de naissance, concernent son origine des Vilnius, accompagnée avec explications sur le rattachement de cette région à l'URSS en 1945, son engagement dans le réalisme socialiste, son passage dans le camp des indépendants, la diffusion du roman par les circuits parallèles, et enfin l'œuvre cinématographique de Konvický. Une composition et un contenu semblable se laissent observer dans les notes des volumes suivants de la collection. On accentue la participation de l'auteur au mouvement dissident ou à son sort d'exilé. On parle de la déportation des auteurs, on parle de leur emprisonnement pour des raisons politiques.
On parle de l'enfance dans des orphelinats staliniens, ou encore, pour les auteurs de la génération la plus jeune, l'engagement dissident de leurs parents. La biographie ainsi présentée explique l'interdiction de publication dans le pays et, dans certains cas, un début éditorial tardif. Les quatrièmes de couverture contiennent aussi des éléments valorisant l'œuvre de l'écrivain, et ceci aussi bien par une évaluation directe ou par une comparaison à d'autres auteurs, comme nous voyons dans le cas de Tatiana Tolstoï, où on la compare soit à Tchekhov et soit à Nabokov. Dans les parties concernant l'œuvre elle-même, on observe des éléments récurrents. C'est la thématique du roman. Et les histoires racontées sont bien sûr différentes, mais dans la partie interprétative se répètent des mots comme nation, individu, mal, bien, impossible bonheur, chaos, lutte, déchirement, apocalypse, cauchemar, détresse, mémoire, passé et histoire avec la majuscule. Les quelques exemples que je donne sur la diapo servent d'illustration. Un autre élément récurrent, c'est le lien indissociable entre la vie des individus et l'histoire, que l'on voit aussi avec les exemples que je vous laisse lire. Ce qu'on souligne aussi, c'est l'écriture des auteurs. Alors, tous ces auteurs abordent une thématique difficile d'une façon particulière, par le grotesque, la satire, avec un grain de lyrisme, parfois avec de la folie, souvent avec compassion et tendresse pour les êtres blessés, victimes de l'histoire. On souligne aussi dans ces notes la présence d'éléments homo-érotiques, ou érotiques tout simplement, scatologiques, provoquant à la limite de la morale. Et enfin, un autre trait de la poétique de ces romans, c'est le caractère hétérogène, cumulant les traits de plusieurs genres textuels, comme dans l'exemple que je cite, mais c'est aussi l'exemple, par exemple, de Tokarczuk, où on souligne justement sa poétique particulière hybride. Lus ensemble, les quatrièmes de couverture forment une narration sur l'histoire. L'histoire de la littérature des pays est-européens. Des auteurs exclus du circuit officiel, marginalisés par un État socialiste, publient sous les manteaux ou en exil des œuvres excellentes, souvent traduites, souvent portées à l'écran. Quel que soit le pays ou la langue de l'auteur, elles ont en commun d'aborder des questions difficiles, philosophiques, historiosophiques, et de le faire dans une poétique particulière, rarement réaliste, mais plutôt grotesque, avec un grain de folie. Ainsi se construit une image particulière de la littérature est-européenne, une littérature qui forme un bloc peu différencié, mais frappé de cette spécificité locale qu'est le poids de l'histoire qui pèse sur les genres et les littératures, qui est aussi une image de marketing, sélective et simplifiée. Il s'agit d'une littérature difficile, adressée à un lecteur ayant des intérêts précis portant sur le sort d'une partie de l'Europe sous le régime communiste, et dans une optique plus large, sur les relations compliquées entre l'individu et l'histoire dans la deuxième moitié du XXe siècle. La pérennité de cette image m'a frappé récemment lors du travail sur le péritexte des traductions françaises des lauréats du prix Niquet. Je rappelle, prix qui a été fondé en 1996 et attribué pour la première fois en 1997. Et les prix, donc les ouvrages primés par Niquet ont été publiés chez les éditeurs différents en France, mais principalement Noir sur Blanc et Actes Sud, éditeurs qui se spécialisent en Europe de l'Est. Le message de couverture montre des écrivains éminents qui ont converti leur riche expérience de travail artistique ou médiatique et celle qui résulte des choix politiques, exil, activités d'opposition, en des œuvres qui leur ont valu la reconnaissance et consécration sous la forme des prix littéraires les plus importants.
Le roman apporte des descriptions du monde frappantes, novatrices et attrayantes sur le plan formel. Parmi les thèmes qu'ils abordent dominent les questions difficiles de la grande et de la petite histoire qui marquent le destin des individus et des familles. On peut en conclure que la conviction du rôle déterminant du passé, le trait de ses œuvres, est, selon les éditeurs français, est toujours ce qui attire l'attention des lecteurs de leur pays, intéressés par les anciens pays de l'Est. Malgré le fait que, depuis plus de 20 ans, ces pays appartiennent pour la plupart à l'Union européenne. Je passe maintenant au deuxième cas, le cas de Van de Velde. Publié à Leyde en 1926, Le mariage parfait, ouvrage de vulgarisation qui soulignait l'importance de la bonne connaissance des mécanismes de la sexualité humaine dans la vie érotique du couple, fit connaître son auteur Theodor Hendrik van de Velde dans le monde entier à travers ses nombreuses rééditions et traductions. En Pologne, la première traduction a été publiée en 1935 et a été rééditée plusieurs fois avant et après la Deuxième Guerre mondiale. En 1972, une nouvelle traduction est sortie chez un éditeur spécialisé en médecine, Państwowe Zakłady Wydawnictw Lekarskich. Elle a ensuite connu plusieurs rééditions par différentes maisons d'édition, subissant à chaque fois une modification dans sa présentation matérielle. Et c'est cette présentation matérielle qui m'intéressera, en commençant par la couverture qui matérialise le premier signal que le livre émet en direction des lecteurs. Nous pouvont voir ici, dans cette série chronologique, que les éditions successives sont corrélées avec l'éditeur et en même temps avec les différentes époques. Alors, nous avons d'abord la première traduction, celle qui est parue en 1935, avant la guerre, faite pour un éditeur libre. Ensuite, nous avons les années 62-73, donc la nouvelle traduction, je vais en parler tout à l'heure, publiée par un éditeur d'État. Et puis, là, à nouveau, nous avons en 1990 un éditeur libre, indépendant, parce que le marché éditorial était déjà un marché libéré et la recherche du profit devient à nouveau un élément important. L'ouvrage de Van de Velde était déjà connu en Pologne avant sa publication, avant la publication de la traduction. Dans le supplément à l'hebdomadaire Wiadomości Literackie, un hebdomadaire très important culturel de l'époque, qui faisait paraître un supplément, le supplément qui s'appelait Życie świadome, la vie consciente. Dans ce supplément, on a fait paraître une critique de cet ouvrage original, en les présentant comme l'œuvre d'un auteur qui voudrait que les couples mariés soient heureux et durables. On le traite comme le premier ars amatoria de la littérature mondiale traité de façon scientifique. Ce premier ars amatoria scientifique est devenu accessible aux lecteurs polonais par les soins de Jakub et Marek Przeworski, les propriétaires de l'une des principales maisons d'édition de la Pologne des années 30. Cette maison publiait des livres soignés, parfois des éditions de luxe, qui, malgré un prix élevé, trouvaient des acheteurs. Les nouvelles parutions étaient annoncées par des prospectus qui avaient pour but de présenter l'ouvrage et son auteur à un public souvent ciblé. Et voilà, nous avons ici le prospectus de l'ouvrage qui nous intéresse. Dans ce prospectus, publié en 1934 déjà, on s'adresse principalement aux médecins en argumentant. À notre époque éclairée, l'homme et la femme consultent un médecin qui peut diagnostiquer et prescrire des traitements correspondant aux différents besoins de leur vie conjugale, de même que pour toute autre perturbation de l'harmonie physique de ces patients. Les prospectus soulignent aussi les compétences de l'auteur en disant que c'est un docteur en médecine,
qui contribue régulièrement à de grandes revues médicales et qui possède toute l'expérience et les qualifications scientifiques requises pour traiter avec expertise et autorité des relations conjugales et des problèmes du couple. On souligne aussi que l'auteur a eu un don plutôt rare chez les scientifiques, son style clair et littéraire. Enfin, on y trouve les échos de l'article qui était paru dans Życie Świadome sur la nécessité de l'harmonie entre diverses composantes de la vie conjugale et la bonne connaissance des aspects physiologiques de la sexualité. La traduction de l'ouvrage a été confiée au docteur Zygmunt Jeliński, qui a traduit également un autre volume de la trilogie de l'ancien directeur de clinique gynécologique de Harlem, Zniechęcenie w małżeństwie. Le livre se distingue par sa grande qualité matérielle. Sa reliure est rigide en tissu, très sobre, n'indique que l'auteur est le titre, en lettres dorées si on le voit. Elle renferme près de 350 pages sur lesquelles, à part le texte même, accompagné de nombre important de notes de bas de page, on trouve un portrait de l'auteur avec facsimile de sa signature, une table de matière très détaillée, et un avant-propos de l'auteur. 8 planches gravées en couleur de très belle qualité, formant un cahier séparé et imprimé sur un paquet différent du reste du livre, suivent le texte. Le tout souligne le caractère scientifique de l'ouvrage et indique le public visé, les médecins. L'ouvrage a trouvé un très bon accueil auprès du public. La deuxième édition est suivie d'une troisième en 1936 et de 2 autres encore en 1939. Après la guerre, 2 nouvelles rééditions de l'ouvrage paraissent en 1947 et en 1948. Elles sont plus modestes. La couverture est en carton, la photo de l'auteur a disparu, les planches, toujours en couleur, sont imprimées sur un papier moins élégant que celui des exemplaires d'avant 1939. Mais les soucis de qualité de la présentation restent visibles et semblent montrer que, même dans les années difficiles qui ont suivi la guerre, les éditeurs tâchent de maintenir la tradition familiale d'une part, et de l'autre considèrent que les questions de la vie conjugale n'ont pas perdu de leur importance et que l'ouvrage trouvera des acquéreurs. Cependant, l'édition de 1948 clôt la présence de la première traduction de Mariage parfait sur le marché polonais. En 1950, le pouvoir politique décide de fermer toutes les maisons privées et en 1951, les livres de Van de Velde sont mis sur la liste des ouvrages interdits par la censure. Et voilà, c'est le fragment de cette liste dans laquelle on voit Van de Velde interdit. Alors, la deuxième traduction. En 1972, Wydawnictwo Lekarskie PZWL publie sa retraduction faite par le fondateur de la sexologie polonaise, le professeur Kazimierz Imieliński. Je pense que certains d'entre nous se rappellent encore de la rubrique dans le magazine ITD où il y avait des commentaires ou des conseils de Imieliński et de notre Zbigniew, j'ai oublié son nom, des passages, des fragments qui nous conseillaient sur la vie sexuelle. Donc, c'est un des noms importants de la, je dirais, civilisation polonaise des années 70-68. La personne du traducteur, ainsi que les péritextes dont l'éditeur dote le manuel de Van de Velde, montre que l'objectif est de réintroduire en Pologne un ouvrage de vulgarisation scientifique sérieux. L'intention didactique se manifeste par la présence d'une préface de Kazimierz Imieliński, qui parle en tant que spécialiste et non pas comme traducteur, et une postface par un médecin également, le docteur Barbara Łobodzińska. Les deux soulignent le caractère pionnier du travail de l'ancien directeur de la clinique de Harlem, Van de Velde, et ses qualités scientifiques. Les deux auteurs accentuent aussi la nécessité du respect mutuel des partenaires, condition nécessaire, prônée par Van de Velde, de l'harmonie de leur vie érotique. Imieliński rappelle qu'un des objectifs de l'ouvrage est de libérer le lecteur des complexes, de la culpabilité et des peurs qui peuvent conduire au développement des névroses et à la disharmonie sexuelle dans le mariage.
Il remarque aussi que celles-ci sont souvent des causes d'alcoolisme et d'infidélité conjugale, cette dernière favorisant à son tour la propagation des maladies sexuellement transmises. La bonne entente peut contribuer à une réduction de ces problèmes sociaux fort présents en Pologne. Un troisième paratexte, un supplément intitulé La prévention de la grossesse, renforce le caractère didactique du livre, publié, rappelons-le, par un éditeur d'État qui construit son catalogue selon les critères dictés par le pouvoir. La présentation matérielle du livre diffère de celle du livre publié par Przeworski. La première de couverture en carton comporte un dessin représentant un lit, qui constitue une sorte de traduction intersémiotique de l'ouvrage. Les planches en couleur sont remplacées par des dessins en noir et blanc. Le papier est de qualité moyenne, rien de bien attirant pour le lecteur. Cette présentation s'inscrit dans la norme de son époque, celle d'un marché régulé caractérisé par l'indigence matérielle et la pénurie, y compris dans le secteur de l'édition. Nous pouvons voir ici quelques couvertures des ouvrages très peu nombreux qui sont sortis plus ou moins à la même époque et qui concernaient aussi la vie sexuelle. Ce sont toujours les couvertures de l'époque de la Pologne populaire. Qu'est-ce que nous voyons quand nous passons sur le marché libéré, édition après 90. Donc la situation change dès 90. Les guides ou manuels de sexualité occupent une place relativement importante sur le marché libéré. On peut citer comme exemple le best-seller mondial Comment être un amant parfait de Masterton, qui sort en traduction polonaise en 91, près de 20 ans après l'original. C'est dans cette vague que l'on peut situer la nouvelle publication de la retraduction de Mariage parfait par la maison Respolona. Si elle partage avec la première édition la mauvaise qualité du papier et la couverture cartonnée, les péritextes éditoriaux sont bien différents. On remarque d'emblée les photos de la couverture, très osées et tape à l'œil, qui représentent un couple nu dans ses ébats amoureux. On remarque aussi l'absence du prénom de l'auteur et de la mention de son statut de docteur en médecine. Le caractère de vulgarisation scientifique de l'ouvrage est ainsi effacé, cédant la place à une sorte d'instruction en matière de comportement érotique qui se voit confirmée par d'autres photos à l'intérieur du livre. Au verso de la page de grand titre, on trouve une information sur leurs sources. Ce sont deux ouvrages allemands qui sont censés se rapporter au chapitre écrit par Kazimierz Imielinski, ajouté à l'ouvrage, intitulé « Plus de 60 plus tard », dans lequel sont traitées, entre autres, les questions technologiques de l'acte amoureux. Le livre comporte aussi un portrait et une mini-note biographique sur l'auteur qui se termine par la constatation que cette édition du livre, le manuel d'Als Amandi le plus connu du monde, enrichi des photos et d'un chapitre sur les techniques et accessoires sexuels, permet de connaître le secret de la perfection à deux. Enfin, dans l'avant-propos, toujours d'Imielinski, daté d'avril 89, qui ouvre le livre, plus court que la préface de l'édition précédente, Imielinski apporte aussi des explications sur la version remaniée de son livre, qui ont permis de mettre à jour les connaissances véhiculées. Il précise aussi que la traduction elle-même, même si elle est fondée sur la précédente, a subi de sérieuses modifications. Ainsi, on observe une dissonance entre le caractère du manuel sérieux que confortent les péritextes éditoriaux et la présentation extérieure du livre, qui aurait plutôt tendance à le montrer comme un simple guide adressé à un public à la recherche de détails ou de conseils techniques sur l'acte amoureux, c'est-à-dire comme un livre facile à vendre. Le dernier éditeur qui publie Le mariage parfait en Pologne est Czarna Owca, maison privée fondée en 91 par un psychologue connu, Jacek Santorski. Si au départ, les ouvrages publiés par cette maison relevaient surtout de la psychologie, au fur et à mesure, son catalogue s'est enrichi de romans, de reportages et d'ouvrages de vulgarisation et guides. L'édition de 2010 de Małżeństwo doskonałe reprend les péritextes écrits par Imielinski pour Respolona,
mais ajoute un nouvel avant-propos d'Andrzej Debko, docteur en médecine, spécialiste reconnu en sexologie. Des passages de cet avant-propos, repris sur la quatrième de couverture, soulignent le caractère pionnier et révolutionnaire de l'ouvrage, qui, peut-on lire, a été un défi lancé aux superstitions, aux inhibitions et aux tabous sexuels qui rendaient difficile l'harmonie sexuelle du couple et conduisaient à des troubles sexuels et névrotiques. Des informations sur Van de Velde et son livre apparaissent aussi sur le rabat de la première de couverture, alors que celui de la quatrième de couverture présente un portrait et un mini-biogramme du traducteur, Imieliński, mettant en avant ses acquis dans le domaine de la sexologie et sa reconnaissance mondiale, notamment ses 56 doctorats honoris causa. Ainsi, les péritextes éditoriaux soulignent le caractère scientifique de l'ouvrage, mais aussi son caractère de classique atemporel, publié en des millions d'exemplaires dans le monde entier. Sur la couverture du livre, la photo intitulée Nude Couple Kissing on Bed, provenant des stocks de la banque d'images Getty Images, présente un couple nu dans une posture intime. On imagine facilement une telle photo sur la couverture d'un roman de Daniel Steele ou d'une autre œuvre de littérature dite féminine ou à l'eau de rose. Dans sa partie inférieure est placée la première partie du titre, le mariage parfait, qui peut être lu aussi comme titre de l'image. Le cadre composé de motifs floraux fait penser au cadre du début du XXe siècle, une association renforcée par la couleur sépia de la couverture. Cette présentation à l'ancienne cadre bien avec l'âge de l'ouvrage de Van de Velde, qui fêtera bientôt ses 100 ans. Mais la douceur et le romantisme du message iconique semblent surtout occulter le contenu scientifique du livre. Celui-ci est davantage suggéré par la couverture de la dernière édition de l'ouvrage, celle de 2013, toujours chez Czarna-Owca. Le sens métaphorique de l'illustration, composé des symboles du sexe féminin et masculin utilisés entre autres en biologie, est explicité par le titre et le texte placé en bas. Jak stworzyć związek idealny? Physiologia et psychologia płci. Comment former un couple idéal? Physiologie et psychologie du sexe. Le tout traduit bien les contenus du livre, tout en comportant une composante marketing renforcée par le texte de la quatrième de couverture, repris de l'édition précédente. Ce passage en revue de la transformation matérielle des éditions successives du livre de Van de Velde en polonais permet de voir comment la fonction d'un même contenu, le texte immuable du médecin hollandais, semble changer selon l'emballage ou la présentation choisie par l'éditeur. Si la première traduction et ses éditions successives le proposaient comme un ouvrage de vulgarisation destiné avant tout à des spécialistes, le sort de la retraduction est plus complexe. Il se laisse décrire comme une trajectoire passant d'abord par un ouvrage de vulgarisation à forte dimension didactique, répondant aux besoins de la société, ensuite un ouvrage destiné à garantir un retour sur investissement par un effet de mistranslation sémiotique de la couverture, sans cependant nuire à la qualité du contenu, pour arriver à un équilibre basé sur l'effet du best-seller classique qui ne vieillit pas. On voit aussi une divergence entre la fonction du paratexte tel que le comprend Genette, assurer au texte un sort conforme au dessin de l'auteur, et la fonction réelle inscrite dans les péritextes par les éditeurs. Et nous passons au troisième cas, le cas de Tokarczuk. La première de couverture comme traduction intersémiotique. Comme on le sait, c'est à Roman Jakobson que nous devons la définition de la traduction intersémiotique comme une interprétation des signes verbaux au moyen des signes non-verbaux. Pour Marco Sanzoni, qui a étudié la couverture comme traduction intersémiotique, elle est le résultat du transfert de sens d'une matière sémiotique, texte, à une autre matière, image. Dans le cas de la première de couverture, il s'agira du résultat d'un acte de traduction consistant à synthétiser les contenus textuels du livre, de caractère verbal, suivant une interprétation qui se manifeste dans l'image sur la couverture.
Une couverture ne peut pas présenter en détail tous les contenus du livre, mais l'image sélectionnée pour y être placée peut être traitée comme une sorte de synecdoque visuelle qui résume le texte. On pourrait la rapprocher de la traduction synoptique, telle qu'elle l'a définie Daniel Guadec, c'est-à-dire d'une traduction condensée de la totalité des informations contenues dans un texte. Brian Mossop, auteur de Judging a Translation by its Cover, constate quant à lui: si l'on peut dire que la couverture d'un livre transmet l'essentiel du texte qui l'accompagne, on pourrait considérer qu'il s'agit d'une traduction. Il étaye son propos en citant Peter Mendelssohn, concepteur de couverture, qui résume son travail en ces mots, je cite: « Choisir un petit détail du texte et permettre à ce petit détail de servir d'emblème à l'ensemble. » Lors d'un séjour à Athènes, j'ai vu dans la célèbre librairie Politia 3 romans d'Olga Tokarczuk traduits en grec. La couverture de la traduction de Praviec in Nečase a éveillé en moi une inquiétude que je n'ai pas ressentie à la vue des couvertures polonaises, françaises ou allemandes. Cette expérience m'a poussée à consulter les archives que la Fondation Olga Tokarczuk rend accessibles sur son site, où on peut connaître les couvertures de toutes les traductions de ses œuvres. Donc, j'ai consulté les couvertures de traduction de Praviec et j'ai été frappée par la grande variété des illustrations qui apparaissent sur les premières de couverture de traduction de ces romans. Mais on peut voir aussi que les éditions successives de l'original varient elles aussi. Si l'on traite l'illustration choisie pour la couverture comme effet d'une traduction intersémiotique, la multiplicité constatée pourrait témoigner de la diversité des lectures du roman selon les langues cultures. L'existence de certaines régularités, quant à elles, pourrait être considérée comme l'indication des éléments du roman qui résistent aux facteurs d'appropriation. Je me suis donc posé la question de savoir dans quelle mesure l'élément iconique qui apparaît sur la couverture résume le contenu du roman, ou, pour emprunter les mots de Mendelssohn, comment le petit détail du texte qu'il est censé représenter est emblématique de l'ensemble. Ou encore, si cet élément est l'effet de la traduction intersémiotique, comment synthétise-t-il le contenu du roman? Je vais commencer par un très bref résumé pour rappeler le contenu à ceux qui l'ont oublié, on ne l'a pas connu. L'action se passe dans les villages de Praviec, un microcosme clos, gardé par 4 archanges, où vivent les familles Boski, divin, et Niebieski, céleste ou bleu. Leur vie fait l'objet d'une saga qui s'étale de la Première Guerre mondiale aux années 80. Praviec est également peuplé de personnages extraordinaires. Leur destin, souvent confus, contribue à une histoire du village aussi réaliste que magique, dans laquelle l'humain s'entremêle à l'action de la nature et des forces naturelles. Ce mélange très particulier d'éléments réalistes et fantastiques est signalé dès la première phrase du roman. Prawiec jest miejscem, które leży w środku wszechświata. En temps est l'endroit situé au milieu de l'univers. Et par celles qui le suivent, et dresse une sorte de carte du village en décrivant les chemins qui l'entourent, les rivières qui en délimitent le territoire et les archanges qui le gardent. D'aussi loin que je me souviens, j'ai voulu écrire un livre comme celui-ci, créer et décrire un monde. C'est l'histoire d'un monde qui, comme tout ce qui vit, naît et se développe et meurt, dit Tokarczuk à propos de Prawiec, à la 4e de couverture de la première édition polonaise du roman. Comment a été lue et interprétée cette histoire par les éditeurs ou les concepteurs des couvertures des traductions? Quelles sont les histoires que les couvertures racontent? En analysant les couvertures, j'ai constaté qu'elles pouvaient se grouper en 4 grands groupes correspondant à des interprétations différentes. Alors d'abord, c'est l'histoire d'un village-monde ou l'histoire d'un village. Prawiec, village-monde où le temps se confond avec l'espace,
a servi d'emblème à l'ensemble du texte sur 8 couvertures. La première couverture française emprunte le dessin de la couverture originale. Une fenêtre qui s'ouvre sur un paysage de campagne où l'on voit un chemin qui traverse les champs vallonnés, fermé par une forêt et une chaîne de collines au-dessus desquelles les nuages offrent une perspective infinie. Deux personnages, un homme et une femme, observent peut-être le paysage à travers des ouvertures triangulaires qui font penser à l'œil de la Prévidence, découpées dans les volets en bois. Le tout, avec le titre énigmatique, annonce un riche contenu. On peut supposer que la couverture de la traduction danoise a été créée exprès pour cette traduction. Elle correspond fidèlement à la description de Praviek avec les rivières noires et blanches, le manoir à l'écart, entouré d'un labyrinthe, et les anges qui veillent aux sorties du village. Les traits enfantins du dessin font penser à un monde fabuleux et idyllique. Les camions noirs, dans le lointain, rompent cependant cette ambiance, ramenant à la mémoire la violence de la guerre. Le paysage de la campagne apparaît aussi sur les couvertures italiennes, bulgares et slovaques. Les maisons entourées d'arbres, les chemins et les rivières, les champs verts printaniers, l'église sont autant d'éléments caractéristiques qui semblent annoncer ce livre va raconter la vie d'un village. La couverture slovaque se distingue par une place plus importante de la végétation que des habitations humaines. La couleur orange de la couverture italienne et l'enfermement du village dans une petite fiole sur la couverture bulgare signalent quelque chose de propre à l'histoire racontée. Les couvertures espagnoles et catalanes sont plus inattendues. Elles renvoient à un village ou un hameau, mais sans paysage de campagne. Qui plus est, les maisons construites en bois et couvertes de neige pensaient plutôt à la montagne et au froid, et sont donc loin d'évoquer la coexistence de la nature luxuriante et de l'homme, si importante dans le roman de Tokarczuk. Le village est-il toujours ce petit détail du texte qui sert d'emblème à l'ensemble? Ou peut-être ces deux couvertures pourraient être considérées comme une traduction moins réussie, ou encore peut-être c'est une traduction à forte dose d'adaptation répondant au stéréotype ibérique qui associe la Pologne à un pays de froid. Une autre lecture, c'est celle qui présente l'histoire d'une famille. Les couvertures présentent maisons et arbres. Les couvertures de ce groupe ont en commun de ne montrer qu'une seule maison avec un ou des arbres. Si la photo de la couverture slovène souligne l'éloignement et l'isolement de la maison, celle des traductions biélorusse, anglaise et chinoise, troisième édition, semble accentuer une sorte d'unicité ou de particularité de la maison. Ainsi, le petit détail qui fonctionne comme pars pro toto serait, sur les couvertures biélorusse et anglaise, la maison et le moulin de Michał Egonowa-Niebieski. La proximité des arbres soulignerait l'interpénétration de l'humain et du naturel. On la voit aussi sur la couverture turque, où la maison double avec un serpent qui se glisse par la fenêtre serait une sorte de synthèse des maisons du village et de l'habitation de Kłodzka, une femme particulière qui cohabite avec le serpent Złoty Złotis. Les couvertures dont il est question dans ce groupe-là, arbres ou l'histoire de la domination de la nature, contrastent avec celles qui précèdent. L'élément humain que sont les maisons disparaît. Ce sont les arbres, un seul ou plusieurs, parfois le long d'une route ou encore sous forme de branches, qui en constituent l'élément central. Si l'on peut traiter leur présence comme une manifestation de la place de la nature dans Praviek, cette place et son rôle varient en allant du calme de la couverture néerlandaise, en passant par la mélancolie des branches pour les traductions finnoises et japonaises, les formes animalières inquiétantes des troncs d'arbres de la couverture grecque. L'omniprésence ou omnitemporalité, les racines font penser à la durée des arbres de couverture arménienne et portugaise,
jusqu'au déchaînement des forces naturelles que l'on devine dans la photo reproduite sur les couvertures des deuxièmes éditions néerlandaises et catalanes, souligne encore cette présence, cette domination de la nature. Et la dernière lecture, Histoire des choses, avec le moulin à café. Ce dernier élément répétitif est le moulin à café que l'on découvre sur les couvertures lituaniennes, estoniennes et ukrainiennes. Surprenant d'abord, son utilisation est parfaitement motivée par le chapitre Le temps du moulin à café de Misha, Czas młynka Mishi. C'est comme ça que Tokarczuk appelle les chapitres. Ce ne sont pas les chapitres, ce sont les czas. Donc, dans ce chapitre, le rôle de cet ustensile s'avère bien plus important qu'on pourrait le croire. D'abord, il s'agit d'un objet, d'une chose. Et Tokarczuk constate dans le roman, a rzeczy trwają i to trwanie jest bardziej życiem niż cokolwiek innego. Les choses durent et cette durée relève plus de la vie que quoi que ce soit d'autre. Ensuite, może młynki do kawy są osią rzeczywistości, wokół której wszystko kręci się i rozwija. Może są dla świata ważniejsze niż ludzie. Peut-être le moulin à café de Misha constitue le pilier central de ce qui se nomme en temps. Le moulin que le père de Misha a ramené de la guerre marque aussi la relation père-fille. Wraz z młynkiem oddał się w ręce małej dziewczynki, żeby móc zacząć wszystko od nowa, dit Tokarczuk. Il lui offrit le moulin à café rapporté de l'Est en guise de trophée de guerre. Par ce geste, il se remit lui-même entre les mains de la petite fille, afin de tout recommencer à zéro. Pendant des années, le moulin est un élément des rituels quotidiens de Misha et sa famille. Moudre le café assure la continuité des gestes, des comportements, des réactions. Dans les dernières phrases du roman, la fille de Misha, Adelka, qui quitte Praviec dans un bus, sort de sa valise le moulin, le seul objet qu'elle emporte de la maison familiale, et commence à en tourner la manivelle. C'est vraiment la fin du roman. Cette multiplicité et la variété des illustrations témoigneraient-elles de la diversité des lectures du roman en fonction des langues cultures? C'est la question qui se pose. La réponse serait non. Les petits détails variés des illustrations ne sont pas forcément un effet de la langue culture d'accueil. L'existence des régularités, comme le fait que 8 couvertures de livres sortis dans des pays différents à des périodes différentes annonce une histoire d'un village, et 3, une histoire des choses avec le moulin à café, peut être considéré comme un signe de caractère universel de l'œuvre. L'avis de l'écrivaine sur la couverture de la première édition polonaise, que j'ai déjà citée, était cette conjecture. Interrogée sur la dimension universelle de son œuvre plusieurs années plus tard, elle répond: Prawiek i inne czasy a été traduit dans une vingtaine de langues. J'ai rencontré les lecteurs de certains des pays où le livre a été publié et je n'ai pas eu l'impression que leur réaction était radicalement différente de celle des Polonais. Ils posaient les mêmes questions, s'intéressaient à des aspects semblables. J'ai l'impression qu'il existe une sorte de niveau de réception de mes livres commun à tous. Une deuxième raison est fournie par les rééditions. La deuxième raison de ma conviction que les couvertures ne sont pas conditionnées par les lectures d'accueil. À part les premières publications allemandes, aucune réédition, même chez le même éditeur, ne reprend la couverture de la première édition. Et la nouvelle couverture véhicule une interprétation différente de la première. On le voit avec les couvertures roumaines, bulgares, tchèques et allemandes. On peut remarquer aussi que les illustrations des couvertures polonaises successives changent également. Aurait-on affaire à une sorte de retraduction intersémiotique? C'est la question théorique que l'on peut poser en voyant ces couvertures. Et cette dernière question ouvre d'autres réflexions théoriques sur le statut de la couverture d'une œuvre traduite comme traduction intersémiotique et du traducteur, que je mets entre guillemets, responsable de cette traduction. En effet, lorsque Peter Mendelssohn parle de son travail, on comprend que c'est lui qui est l'agent unique ou principal du processus de traduction, transfert de sens du message
verbal en message iconique. Et on peut l'appeler traducteur. Pendant mon analyse est surgie la question de la situation du graphiste, auteur de l'illustration, présumé traducteur intersémiotique. D'abord, on connaît la couverture, l'effet de son travail de traduction, mais on ignore le texte de départ. S'agit-il du texte de la traduction du roman dans la langue de travail de l'éditeur et du graphiste, ou d'un résumé de cette traduction? D'éventuels péritextes de cette traduction dans sa langue, écrit par qui? D'un résumé des textes polonais envoyé par l'Institut Książki, qui a cofinancé une bonne partie de ces traductions. Un autre aspect est le statut auctorial et la responsabilité du traducteur intersémiotique qui participe à la création du péritexte éditorial. Rappelons que si l'éditeur est le destinataire du message péritextuel, il n'est pas nécessairement le producteur de fait de ce message. Laissons parler Sanzoni. Dans la pratique, les couvertures sont choisies pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le texte du livre. Ce sont les lignes de directrice éditoriale, les études du marché, stratégie de promotion et goût personnel de membres du personnel de l'éditeur. C'est moi qui suis. Aussi, la couverture est-elle le résultat de la rencontre, consensus ou compromis, des intentions de son auteur, traducteur interlinguistique, des attentes du lecteur potentiel, des stratégies de l'éditeur et de ses possibilités matérielles, des traditions, des modes ou des tendances du marché, local et global, et last but not least, des talents du graphiste. Considérée comme traduction intersémiotique, serait-elle l'œuvre d'un traducteur polycéphale ou les fruits d'une traduction collective? Une autre question concernant l'illustration de la première de couverture est celle de sa fonction du péritexte éditorial et de son rôle dans la communication interculturelle. Fruit d'un processus éditorial impliquant plusieurs acteurs et dans lequel interviennent les facteurs artistiques, typographiques, technologiques, économiques, culturels et autres, correspond-elle toujours aux intentions communicationnelles de l'éditeur médiateur interculturel? Voilà des questions sur lesquelles on peut discuter que je laisse sans réponse. Et pour conclure, je voudrais juste dire que de mes observations, je conclus que les couvertures des œuvres traduites n'aiment pas la solitude. Elles montrent leur intérêt lorsqu'elles sont étudiées en série et dans leur temporalité. Quand on les met dans leur contexte, elles montrent leur enchevêtrement dans des ensembles d'interdépendances de nature politique, historique, économique, technologique, esthétique. Et elles dévoilent aussi comment elles deviennent un instrument d'appropriation pour que l'ouvrage traduit serve leur nouveau milieu. Et je vous remercie.